Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais parler de cet article d'Howard Marks, donc qui s'appelle On Bubble Watch. Howard Marks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gérant du fonds Oaktree Capital et aussi l'auteur du livre The Most Important Thing, qui est un des meilleurs livres sur l'investissement que je conseille. Donc voilà, j'ai surligné quelques passages donc, que je vais vous lire et puis commenter. Donc l'article s'appelle On Bubble Watch. Alors il nous dit, exactement 25 ans jour pour jour, enfin il y a exactement 25 ans jour pour jour, j'ai publié le premier mémo qui a suscité une réponse de la part des lecteurs, après avoir écrit pendant presque 10 ans sans en recevoir. Ce mémo s'intitulait Bubble.com et son sujet portait sur les comportements irrationnels que j'observais vis-à-vis des actions technologiques, internet et e-commerce. Il avait deux qualités, il était juste et il s'est révélé juste rapidement. L'un des premiers grands adages d'investissement que j'ai appris au début des années 1970 est que être trop en avance sur son temps, c'est indiscernable du fait d'avoir tort. Cependant, dans ce cas-là, je n'étais pas trop en avance. Et donc là, c'est un peu un mémo de mise à jour pour voir si aujourd'hui on est dans une situation qui est similaire. Donc, on me demande souvent s'il y a une bulle autour de l'indice S&P 500 et des quelques actions qu'il dirige. Donc les 7 principales actions du S&P 500 qu'on surnomme les Magnificent Seven, c'est Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla. Et donc on a un petit nombre d'actions qui ont dominé le S&P 500 ces dernières années, contribuant de manière disproportionnée à ces gains. Et un graphique de JP Morgan montre que la capitalisation boursière des 7 plus grandes composantes du S&P 500, donc ces Magnificent Seven, représentait 32-33% à peu près de la capitalisation boursière totale de l'indice à la fin du mois d'octobre, octobre 2024. Ce pourcentage, c'est à peu près le double de la part des leaders il y a 5 ans, donc en 2019. En 2019, il représentait plutôt 16-17%. Et avant l'émergence de ces Magnificent Seven, la part la plus élevée des 7 premières actions au cours des 28 dernières années était de seulement 22% en 2000 au sommet de la bulle Internet. Et c'est aussi important de noter que fin novembre, les actions américaines représentaient plus de 70% de l'indice MSCI World, donc l'indice du monde entier, pourcentage le plus élevé depuis 1970. 1970, il y a donc à peu près 55 ans. Et c'était d'ailleurs aussi un moment où le marché américain était assez cher. Et il y a eu une stagnation totale du S&P 500 entre 72 et 1980, quelque chose comme ça, pendant une dizaine d'années. Et donc cela montre clairement que les entreprises américaines valent beaucoup plus par rapport aux entreprises d'autres régions, et que les 7 premières entreprises américaines valent énormément par rapport au reste des actions américaines. Mais est-ce que cela constitue une bulle? Donc qu'est-ce qu'une bulle? Pour lui, une bulle, c'est plus un état d'esprit, donc c'est plus de la psychologie que le résultat d'un calcul. Donc une bulle reflète non seulement une montée rapide des prix des actions, mais aussi une mania temporaire caractérisée par 1. Une exubérance irrationnelle, pour emprunter un terme de l'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan, une adoration manifeste des entreprises ou actifs concernés et la conviction qu'ils sont infaillibles, une peur massive de passer à côté si on ne participe pas, si on ne monte pas dans le train, donc c'est le FOMO, Fear of Missing Out, donc peur de rater quelque chose. Et aussi, en quatrième, une croyance qu'aucun prix n'est trop élevé pour ces actions. Donc là, il faut se demander, est-ce que en ce moment, on retrouve ces comportements-là? Alors dans son article, il se centre beaucoup sur les Magnificent Seven, et je dirais pas que ces comportements-là, en ce moment, on les trouve sur l'ensemble, en tout cas, des Magnificent Seven. Par contre, il y a quand même des endroits du marché où on retrouve ces 4 points. Je dirais qu'on les retrouve déjà, alors pour les Magnificent Seven, je dirais qu'on a ça sur Tesla. Sur Tesla, il y a le côté exubérance irrationnelle, adoration manifeste, hein, les gens sont complètement fans, mais jusqu'à l'irrationalité de Tesla et d'Elon Musk. Il y a le FOMO, peur de passer à côté, et aussi la croyance qu'aucun prix n'est trop élevé. Donc je dirais qu'il y a ça sur Tesla, je dirais qu'il y a ça sur MicroStrategy et le Bitcoin aussi. Puisque comme j'en avais parlé dans une vidéo récente, on entend des phrases comme tu auras du Bitcoin au prix que tu mérites, tu auras du MicroStrategy au prix que tu mérites. Ce qui sous-entend bien que tu finiras par en acheter quoi qu'il arrive, et que donc il n'y a pas de prix trop élevé. Ce qui compte c'est d'en avoir à tout prix. Donc on retrouve ça, on retrouve du FOMO, une adoration, je pense que sur MicroStrategy et les cryptos en général, il y a ce côté adoration et conviction qui sont infaillibles, et puis l'exubérance irrationnelle qui revient un petit peu au même que ça à mon avis. Donc je dirais qu'il y a Tesla, MicroStrategy, Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Palantir dans le tas qui correspond à ces critères-là. Et je dirais qu'il y a Nvidia aussi, mais qui est un cas un petit peu différent des cas précédents. Je dirais que sur Nvidia, il y a peut-être moins le côté adoration et conviction qui sont infaillibles. Par contre, je trouve qu'il y a quand même clairement du FOMO.
et aussi croyance qu'aucun prix n'est trop élevé pour l'action, parce que Nvidia est quand même à 30 fois son chiffre d'affaires aujourd'hui, après avoir eu d'énormes pics, énormes pics de croissance et de marge. Et le problème, c'est que il manque du doute sur la capacité d'Nvidia à maintenir ses niveaux de croissance, ce qui va quand même être super dur, et aussi à maintenir son niveau de marge. Et il suffit qu'il y ait un problème sur l'un des deux pour que ça en fasse un mauvais investissement. Donc je mettrai aussi Nvidia dans cette catégorie-là. Mais par contre, après, si on parle du reste des Magnificent Seven, même si je trouve Microsoft et Apple trop chers, je trouve pas que ce soit des cas extrêmes non plus à ce point. Et Meta, Google et Amazon, c'est plus correct. Donc voilà mes observations sur ces 4 points qui définissent, selon Howard Marks, une bulle. Donc ensuite, quand vous ne voyez aucun défaut dans l'argument et que vous êtes terrifié à l'idée que votre collègue, votre partenaire de golf, votre beau-frère ou votre concurrent détienne cet actif et pas vous, il devient difficile de conclure qu'il existe un prix auquel vous ne devriez pas l'acheter. Comme l'observer, blablabla, rien n'est aussi perturbant pour son bien-être et son jugement que de voir un ami devenir riche. Ainsi, pour discerner une bulle, vous pouvez regarder les paramètres de valorisation, mais je crois depuis longtemps qu'un diagnostic psychologique est plus efficace. Chaque jour que j'entends des variantes de il n'y a pas de prix trop élevé, je considère cela comme un signe certain qu'une bulle se prépare. Et là-dessus, je dis souvent que la psychologie et la valorisation, en fait, c'est deux facettes de la même chose. C'est juste que la psychologie se retranscrit dans les valorisations. Plus les gens sont positifs, plus les valorisations sont élevées, plus les gens sont négatifs, plus les valorisations sont basses. Mais il préfère faire son diagnostic en se basant sur la psychologie avant tout. Donc ensuite, il nous donne les 3 étapes d'un marché haussier. Donc première étape, elle survient généralement après un déclin ou un crack qui laisse les investisseurs meurtris et découragés. À ce moment-là, seuls quelques individus particulièrement perspicaces peuvent imaginer une amélioration à venir. Deuxième étape, l'économie, les entreprises et les marchés se portent bien et la majorité accepte que l'amélioration est bien réelle. Et troisième étape, après une période où les nouvelles économiques sont excellentes, les entreprises annoncent des bénéfices en forte hausse et les actions s'apprécient considérablement. À ce stade, tout le monde conclut que les choses ne peuvent faire que s'améliorer indéfiniment. Et quand peu de gens pensent qu'une amélioration est possible, les prix des actifs n'intègrent pas beaucoup d'optimisme. Mais quand tout le monde croit que les choses ne peuvent qu'aller mieux, alors il devient difficile de trouver quoi que ce soit à un prix raisonnable. Et ensuite, il nous raconte une anecdote de JP Morgan. Donc il nous dit, JP Morgan a su qu'il y avait un problème lorsque la personne qui cirait chez Saussure a commencé à lui donner des conseils boursiers. Et il dit, mon partenaire John Frank raconte avoir vu un phénomène similaire en 2000, quand les pères au match de football de leur fils se vantaient des actions technologiques qu'ils possédaient. Et ensuite à nouveau en 2006, lorsqu'un chauffeur de taxi à Las Vegas lui a parlé des 3 appartements qu'il avait achetés. Donc premier cas en 2000, bulle Internet, et ensuite 2006, la bulle des subprimes. Donc quand ils accordaient beaucoup de crédits immobiliers à des personnes qui allaient avoir des grosses difficultés à pouvoir rembourser leur crédit. Et comme l'a dit Mark Twain, l'histoire ne se répète pas, mais souvent elle rime. Ce passage il me fait penser que là ces derniers temps, et je pense que ça m'était jamais arrivé avant de mémoire, ça fait 2 fois que en 1 mois à peu près, j'entends à la salle de sport des personnes parler soit de crypto, soit d'actions. La première fois, j'étais en train de faire sagement mes extensions triceps, lorsque tout à coup apparurent 3 individus, et donc c'était 3 mecs au tirage horizontal, qui parlaient de crypto, mais ils en parlaient comme d'habitude avec l'absence totale de doute, quoi, avec certitude, et surtout, ils racontaient qu'ils étaient en train de dire à tous leurs potes de vite créer des comptes en fait pour pouvoir acheter des cryptos. Et voilà, ça c'est le genre de comportement qui sent un petit peu le roussi. Et la deuxième fois c'était la semaine dernière, j'ai pas entendu grand chose mais j'ai juste entendu, il disait qu'en ce moment il achetait des actions. Et alors peut-être qu'il était super sérieux, hein, c'est une possibilité, mais quand même entendre ça à la salle de muscu, ça m'était jamais arrivé avant, ça allume quand même certains warnings. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, donc ça, bon, tout ça je passe. Alors, il nous parle de son baptême du feu. Donc là, il va nous parler de la période des Nifty 50. Donc, les Nifty 50, c'est en gros les meilleures actions, c'est le nom qu'on donnait, comme aujourd'hui les Magnificent Seven, aux meilleures actions de justement la période de la fin des années 60, début des années 70, donc dont je parlais tout à l'heure, où après on a eu une décennie perdue, à peu près qui a commencé en 1972 jusqu'au début des années 80. Et donc c'est pendant cette période-là qu'il a fait que Howard Marks a fait le début de sa carrière. Donc, alors il nous dit, on dit que l'expérience est ce que l'on obtient quand on n'a pas ce que l'on veut. J'ai eu ma plus grande expérience formatrice au tout début de ma carrière. En septembre 1969, j'ai rejoint le département de recherche sur les actions de First National City Bank, aujourd'hui Citi.
Citi investissait principalement dans les Nifty 50, les actions des meilleures et des plus dynamiques entreprises américaines. Ces entreprises étaient considérées comme si bonnes que 1. Rien de mauvais ne pouvait leur arriver, et 2. Leurs actions n'avaient littéralement pas de prix trop élevé. 3 facteurs ont contribué à la fascination des investisseurs pour ces actions. 1. La croissance vigoureuse de l'économie américaine après la Seconde Guerre mondiale. 2. Leur implication dans des secteurs innovants comme les ordinateurs, les médicaments et les produits de consommation. Et 3. Leur statut de première vague d'actions de croissance, un style d'investissement qui est devenu ensuite une mode en soi. Les Nifty 50 ont été l'objet de la plus grande bulle en environ 40 ans, et comme il n'y avait pas eu de bulle depuis si longtemps, les investisseurs avaient oublié à quoi cela ressemblait. En conséquence, si vous aviez acheté ces actions le jour où j'ai commencé à travailler et les aviez conservées pendant 5 ans, vous auriez perdu bien plus de 90% de votre argent. Tout ça dans les meilleures entreprises des États-Unis, mais que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que les Nifty 50 avaient été placés sur un piédestal, et les investisseurs subissent des pertes quand quelque chose tombe de ce piédestal. Le marché boursier dans son ensemble a chuté d'environ moitié en 1973 et 1974, donc à moins 50%, et il s'est avéré que ces actions se vendaient à des prix extrêmement élevés. Dans de nombreux cas, leurs ratios cours sur bénéfices sont passés de la fourchette 60 à 90 à celle de 6 à 9. C'est la façon la plus rapide de perdre 90%. En outre, plusieurs des entreprises ont aussi réellement rencontré des problèmes au niveau fondamental. Et donc il a tiré 3 principes de cette période. Donc principe numéro 1, ce n'est pas ce que vous achetez qui compte, mais ce que vous payez. Deuxième principe, un bon investissement ne vient pas de l'achat de bonnes choses, mais d'achat à bon prix. Et 3, il n'y a pas d'actifs si bons qu'ils ne puissent devenir trop chers et donc dangereux. Et il y a peu d'actifs tellement mauvais qu'ils ne puissent devenir suffisamment bon marché pour pouvoir être de bonnes affaires. Alors là-dessus, j'ai quand même un petit problème sur ces 2 premiers points. En gros, il dit clairement que tout ce qui compte, c'est le prix. Il dit « It's not what you buy, it's what you pay that counts ». Et que le bon investissement ne vient pas d'acheter, il dit bien, ne vient pas d'acheter des bons actifs, des bonnes choses, mais d'acheter des choses bien, donc à un bon prix. Mais pour reprendre quand même son exemple des Nifty 50, j'ai ici un petit tableau avec certaines des actions principales qui composaient les Nifty 50 et leur performance sur les 10 années qui ont suivi, les 20 années qui ont suivi, les 30 années qui ont suivi et les 40 années qui ont suivi, sachant que la date de départ qui est prise là, c'est le mois de janvier 1972, hein, donc juste avant la baisse, donc quand la bulle était au plus haut, donc quand les actions étaient au plus cher. Alors on voit que parmi ces actions, on retrouve des noms qui sont encore bien connus aujourd'hui. On a McDonald's, on a Walt Disney, on a Johnson & Johnson, Coca-Cola, Eli Lilly, et Merck est un petit peu moins connu aujourd'hui, et celle-ci aussi. Et donc on voit qu'à ce moment-là, McDonald's était à 86 fois les bénéfices. Ensuite, International Flavors and Fragrances était à 76 fois. Walt Disney à 82 fois, Johnson & Johnson à 62 fois, Coca-Cola 48 fois, Eli Lilly 46 fois les bénéfices et Merck 46 fois les bénéfices. Hein, donc des multiples très élevés, voire extrêmement élevés pour certaines. Et donc on voit que sur les 10 années qui ont suivi, la performance annualisée, elle est mauvaise. Donc McDonald's a fait 1,75% par an pendant les 10 années qui ont suivi. International Flavors a fait même moins 5,24% par an. Walt Disney a fait moins 3,78% par an, Johnson & Johnson a fait plus 1,72% par an, Coca-Cola presque moins 7% par an, et Eli Lilly et Merck ont fait un peu moins de moins 1% par an. Donc là, on est d'accord que acheter ces actions beaucoup trop chères, ça fait qu'à moyen terme, tu as des performances qui ont de grandes chances d'être complètement ruinées. Hein, donc là, horizon 10 ans, les performances annualisées étaient complètement nazes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ensuite, quand on étend l'horizon de temps, donc à 20 ans, 30 ans, 40 ans, et au final, on s'en sort pas trop mal. On arrive à des performances qui, en gros, sont à peu près 10% annualisées, ce qui est tout à fait correct. Et alors, il faut être capable d'attendre les plus de 10 ans à perdre de l'argent ou à ne pas en gagner, mais ça montre quand même qu'acheter des actifs qui sont donc des actions qui sont de très bonne qualité, ça te sauve quand même la mise à très long terme, et ça, il n'en parle pas dans cet article. Et donc, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette histoire de ce qui compte, c'est pas ce que tu achètes, c'est à quel prix tu achètes, puisque je dirais plutôt que c'est les deux, et que la recette gagnante, c'est d'acheter les meilleurs actifs, les meilleures actions, mais les acheter quand elles sont proposées à des prix qui sont corrects, puisque là, on parle de 1972, mais voilà, un investisseur à l'époque qui avait les bonnes connaissances, etc., il n'aurait pas investi dans McDonald's à 86 fois les bénéfices,
Mais probablement que quelques années auparavant, on pouvait avoir du McDonald's à des meilleures valorisations, ou bien quelques années plus tard, après que l'euphorie soit passée, et donc probablement après les années, dans la fin des années 70, quoi. Et donc là, tu pouvais avoir des excellents actifs, mais à des prix corrects, et donc tu sais beaucoup mieux que les 12% annualisés qu'il y a eu sur 40 ans, en investissant à 86 fois les bénéfices sur McDonald's, quoi. Donc voilà la petite nuance que je mettrais sur les principes qu'il a mis ici. Ensuite, il reste quelques petits passages. Quand quelque chose est sur le piédestal de la popularité, le risque de déclin est élevé. Lorsque les gens supposent et intègrent dans les prix l'idée que les choses ne peuvent que s'améliorer, les dommages causés par les surprises négatives sont considérables. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur Nvidia. Nvidia, c'est le cas le plus semblable à cette histoire de Nifty 50, dans le sens où ça reste quand même une vraie entreprise qui génère vraiment de l'argent, mais les anticipations du futur sont extrêmement positives, et cette extrême positivité, elle est intégrée dans le prix. Et Nvidia aujourd'hui a des niveaux de valorisation qui sont justement semblables au Nifty 50, avec 60 fois le free cash flow aujourd'hui, et 30 fois le chiffre d'affaires. Donc 30 fois le chiffre d'affaires, ça veut dire que on considère que le niveau de marge actuel va être conservé, ce qui est pas gagné non plus. Et donc il suffit, comme il dit, d'une surprise négative pour que les dommages causés soient considérables. Et donc il fait ensuite le parallèle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les Nifty 50 et la situation qu'on a aujourd'hui, donc avec les Magnificent Seven? Donc il dit que les entreprises qui aujourd'hui dominent le S&P 500 sont bien meilleures que les meilleures entreprises du passé. Elles bénéficient d'énormes avantages technologiques, d'une vaste échelle, de parts de marché dominantes et donc de marges bénéficiaires supérieures à la moyenne. Et comme leurs produits reposent davantage sur des idées que sur des matières premières, le coût marginal de production d'une unité supplémentaire est faible. Donc ça veut simplement dire que pour avoir un client de plus, ça coûte pas plus cher ou pas grand chose de plus. Contrairement, puisque c'est du software, contrairement à un business où, tu veux vendre un vêtement de plus, il faut produire ce vêtement en plus. Les coûts augmentent aussi rapidement ou presque aussi rapidement que les revenus. Et donc ça signifie que leur rentabilité marginale est exceptionnellement élevée. Une autre bonne nouvelle est que les leaders actuels ne se négocient pas au ratio cours sur bénéfice que les investisseurs appliquaient au Nifty 50. Donc ça, comme on l'a vu, on avait des ratios qui allaient jusqu'à 86, et on avait beaucoup d'actions qui étaient au-dessus de 40 fois les bénéfices. Aujourd'hui, parmi les Magnificent Seven, dans ce cas-là, on a quand même donc Nvidia et Tesla. On a quand même Microsoft qui est à combien aujourd'hui? Microsoft est à 44 fois le free cash flow, ce qui est quand même très très élevé. On a aussi Apple, où le multiple est moins élevé, mais il n'y a pas eu de croissance depuis 3 ans. Donc voilà, on est à 33 fois le free cash flow, mais déjà c'est un plus haut historique pour Apple, et il n'y a pas eu de croissance depuis 3 ans. Donc ça fait très cher. Et par contre, sur des business comme Google, Meta ou Amazon, là je suis d'accord que c'est des multiples qui sont plus raisonnables, qui restent plus élevés que la moyenne. Mais voilà, on est loin des niveaux des Nifty 50. Donc par exemple, Meta là est à 29,81 fois son free cash flow. Je dis toujours que la chose la plus risquée au monde est de croire qu'il n'y a aucun risque. De la même manière, les achats frénétiques stimulés par l'observation que les actions n'ont jamais mal performé sur une longue période ont fait grimper les prix des actions à un point où elles étaient destinées à faire exactement cela, donc à mal performer. Et à mon avis, cela illustre la réflexivité des investissements selon George Soros. Les actions ont été discréditées lors de l'éclatement de la bulle Internet, et le S&P 500 a baissé en 2000, 2001 et 2002, enregistrant sa première baisse sur 3 années consécutives depuis 1939, pendant la Grande Dépression. En conséquence de cette mauvaise performance, les investisseurs ont massivement déserté les actions, entraînant un rendement cumulé nul pour le S&P 500 pendant plus de 11 ans, du sommet de la bulle à la mi-2000 jusqu'en décembre 2011. Donc un phénomène similaire à ce qu'il y a eu justement après les Nifty 50 dans les années 70. Et quand les actions augmentent trop vite, sans proportion avec la croissance des bénéfices des entreprises sous-jacentes, elles ne sont probablement pas en mesure de continuer à s'apprécier. Et avant, il y a 2 ans, il n'y avait eu que 4 fois dans l'histoire du S&P 500 où il avait rapporté 20% ou plus pendant 2 années consécutives. Dans 3 de ces 4 cas, l'indice a chuté au cours des 2 années suivantes. L'exception était 1995-1998, lorsque la puissante bulle Internet a retardé la baisse jusqu'en 2000. Mais ensuite, l'indice a quand même perdu 40% en 3 ans. Et ces 2 dernières années, ça s'est produit pour la 5e fois. Donc le S&P 500 a augmenté de 26% en 2023 et de 25% en 2024, enregistrant la meilleure période de 2 ans depuis 1997-1998. Ce qui nous amène à 2025, que nous réserve l'avenir. Les signes d'avertissement actuels incluent
1. L'optimisme qui prévaut sur les marchés depuis fin 2022. 2. La valorisation au-dessus de la moyenne du S&P 500 et le fait que ces actions, dans la plupart des secteurs, se négocient à des multiples plus élevés que celles des secteurs similaires ailleurs dans le monde. 3. L'enthousiasme pour la nouvelle tendance de l'IA et peut-être l'extension de cette psychologie positive à d'autres domaines technologiques. 4. La présomption implicite que les 7 principales entreprises continueront de réussir. Et 5. La possibilité de l'appréciation du S&P soit en partie due à des achats automatisés de ces actions par des investisseurs indiciels sans tenir compte de leur valeur intrinsèque. Donc ici on a un petit graphique avec les performances du S&P 500 à horizon 10 ans pour chaque PER forward de départ. Donc le PER forward, c'est le PER mais calculé avec les bénéfices anticipés des entreprises. Et donc on voit qu'il y a clairement un lien entre performance future et multiples de départ. Donc ici, sur l'axe des abscisses, on a le multiple, et sur donc le PER, et sur l'axe en ordonnée, on a la performance à horizon 10 ans. Et on voit que plus le multiple de départ est faible, donc ici avec un plus bas vers les 10, plus la performance future est élevée, puisque c'est normal, il y a plus de chances du coup que le multiple augmente et participe à augmenter les performances en s'ajoutant à l'augmentation des bénéfices des entreprises. Et à l'inverse, quand on part d'un multiple très élevé, donc ici un PE forward qui était vers les 25, et d'ailleurs on voit qu'au-dessus à partir de 23, on a des performances à 10 ans qui, dans quasiment tous les cas, sont à peu près de 0% ou un petit peu en dessous des 0%. Donc c'est pour ça qu'on parle justement de décennies perdues. Puisque ça veut dire qu'à moyen terme, il y a de grandes chances que ces multiples baissent et donc ramènent la performance vers le bas et compensent du coup négativement la croissance des bénéfices. Et aujourd'hui, on serait ici, donc un PE forward vers les 22, ce qui donnerait une performance, en tout cas statistiquement, prévisionnelle, d'à peu près 0% pour les 10 années à venir. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je préfère le stock picking plutôt qu'investir sur des indices. C'est que là, ça me permet, dans un marché cher, de choisir des actifs qui sont de meilleure qualité que le S&P, mais qui peuvent être moins chers que le S&P dans son ensemble. Et donc ça me donne des perspectives de performance à horizon 10 ans qui sont, je pense, supérieures à celles de l'indice. Et il nous rappelle ici que cela ne devrait pas surprendre. Le rendement d'un investissement dépend beaucoup du prix payé. Un investisseur ne devrait jamais ignorer la valorisation actuelle du marché. Et vous pourriez vous dire, faire plus ou moins 2% n'est pas si grave. Mais ça c'est vrai si les actions stagnent pendant 10 ans, laissant les bénéfices croître et ramener les multiples à des niveaux normaux. Mais une autre possibilité est que la correction des multiples soit comprimée sur 1 ou 2 ans, entraînant une forte baisse des prix des actions, comme en 73-74 ou en 2000-2002. Et dans ce cas, le résultat est moins bénin. Et il termine en nous disant que au-dessus, ce sont les choses pour lesquelles il faut s'inquiéter, mais voici les contre-arguments. Donc déjà, le ratio cours sur bénéfice du S&P 500 est élevé, mais pas absurde. Donc on est aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, on doit être à peu près à 29. Bulle Internet, on était monté à 35, et 2021, on était monté à 40. Donc ça reste le troisième plus haut niveau de valorisation de l'histoire. Mais voilà, c'est quand même des niveaux qui sont inférieurs. 2, les Magnificent Seven sont des entreprises incroyables et leur ratio élevé pourrait être justifié. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui sur le côté entreprise incroyable. Mais sur les ratios élevés pourraient être justifiés, je suis d'accord seulement pour une partie de ces entreprises. Il y en a quand même où ça me paraît dur à justifier, c'est-à-dire Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple. Et les 3 autres, ok, ça pourrait être justifié. 3, je n'entends pas les gens dire il n'y a pas de prix trop élevé. Ça, je dirais qu'on l'entend, mais sur des cas plus spéciaux comme MicroStrategy et le Bitcoin. Et 4, les marchés, bien que chers et peut-être légèrement exubérants, ne me paraissent pas déraisonnables. Donc voilà pour cet article d'Howard Marks. Finalement, c'était un peu plus long que ce que j'avais imaginé. Je me dis que la prochaine fois, pour les articles comme ça, peut-être je découperai en 2 ou 3 vidéos. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis pour ceux qui sont intéressés pour utiliser mon site Gram pour faire leur choix d'investissement, vous avez le lien en description, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!